Et bienvenue dans cette troisième partie du test de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6 Plus. Cette troisième partie, on a tenu à en faire un guide d'achat. Un guide d'achat parce que c'est vrai que acheter des produits comme ça qui valent plus de 700 euros et qui vont nous durer... C'est vrai qu'un iPhone, en règle générale, les gens le gardent entre 2 et 3 ans. Donc c'est quand même des achats impliquants. C'est pas un achat qu'on fait à la légère, c'est pas un achat impulsif. Donc on a tenu à vous faire ce guide d'achat les yeux dans les yeux, d'homme à homme, de femme à femme, pour justement voilà échanger un petit peu. J'ai demandé à Marion de nous rejoindre parce que la première question qu'on va se poser, c'est entre Windows Phone, Android et iOS, quoi choisir? Parce que je pense que c'est quand même la première question que les gens se posent et on va y répondre. Vaut mieux. Et Marion s'y connaît quand même bien mieux que moi parce que du fait de ton métier, tu travailles sur les 3 plateformes. Ouais. Donc tu as un avis peut-être plus prononcé sur les 3 plateformes. Et justement, commençons peut-être assez rapidement, j'en suis désolé pour eux, mais les Windows Phone aujourd'hui, est-ce que ça reste un achat valable d'acheter un Windows Phone? Alors oui, ça reste un achat valable pour notamment les petits budgets, parce qu'ils font des téléphones très bien optimisés et très accessibles, très abordables. Après, il est clair que c'est l'OS le dernier arrivé, hein, c'est le petit dernier. Donc en effet, les deux grands étaient déjà là, il a essayé de se faire une petite place, il a réussi quand même, mais il n'y a pas autant d'applications que sur les autres plateformes, ça c'est très clair. Donc vous retrouverez les applications principales, tout ce qui est réseaux sociaux, Spotify ou les grands jeux qui ont fonctionné, vous les retrouverez, mais ce n'est pas la plateforme où les applications apparaîtront en premier, c'est certain. Par contre, au niveau hardware, il y a des choses excellentes quand même dans les Windows Phone. Et notamment chez les fans de photos, c'est vrai que le meilleur des photophones est sans conteste le Lumia 1020 hein, aujourd'hui, qui embarque un capteur beaucoup plus grand que ce qui se fait dans les autres téléphones, enfin les autres smartphones. C'est vrai aussi qu'on trouve des prix extrêmement compétitifs. Je pense que Microsoft a raison au niveau marketing d'attaquer à la fois par le bas et par le haut pour se faire sa place au soleil. Surtout que le Windows Phone ou Windows maintenant, c'est un très bon smartphone pour commencer à utiliser un smartphone. Oui. En premier téléphone intelligent, c'est un bon choix. Et c'est aussi un bon choix pour les personnes âgées, mais les personnes notamment avec un problème de vue. Ça peut paraître bête, mais les interfaces sont souvent faites avec des petites écritures. Ça va un peu mieux. iOS a maintenant des options de lisibilité, ce genre de choses, d'accessibilité. Mais c'est vrai que Windows Phone a une interface particulièrement claire et facile à appréhender quand c'est le premier smartphone qu'on utilise. Moi, je reste aussi persuadé que c'est un bon choix pour les gens qui ont besoin soit d'un deuxième smartphone, soit d'un smartphone vraiment professionnel. Qui va la gestion des contacts reste une des meilleures qui existent aujourd'hui sur les Windows Phone. Et il est fait pour fonctionner avec la suite Microsoft Office. Donc voilà, si vous avez beaucoup de documents dans le domaine Microsoft, ça reste un très bon pro-phone, pro-smartphone. Oui, puis ils ont des petites astuces intelligentes du genre le mode famille pour que votre enfant puisse avoir accès à des applications que vous aurez déterminées. Sans dégommer votre PowerPoint. Exactement. Et voilà. Donc ça reste un bon choix, mais c'est vrai que c'est un choix quand même plus étroit aujourd'hui. Oui, pour être honnête, les parts de marché sont quand même pas faramineuses, même si elles sont quand même assez bonnes en Europe. Mais c'est vrai que dernièrement, ils ont perdu un peu de parts de marché. Alors, on va passer maintenant au choix entre les deux leaders. On va essayer de ne pas rentrer dans les polémiques. Je pense que les gens dans les commentaires vont le faire pour nous. Mais le choix entre Android et iOS, les choses ont beaucoup changé dans les deux OS cette année. On va dire, je la fais très schématique, Android c'est un peu iOSisé. Google essaye de faire une expérience plus homogène. iOS a tendance à un petit peu à s'ouvrir, à devenir un tout petit peu plus customisable, mais ça reste quand même un choix assez différent. Toi Marion, au lendemain de la sortie de Lollipop, le dernier système d'Android, où est-ce qu'on en est au niveau Android ?
Alors bon, j'ai pas encore pu bien mettre les mains dans Lollipop et tout regarder et vérifier, mais en tout cas, on peut noter un vrai effort en termes d'interface, d'expérience utilisateur pour la rendre beaucoup plus séduisante, beaucoup plus fluide. Il y a un vrai souci du détail, des animations, des transitions, un vrai effort de ce côté-là. Donc déjà, on peut le saluer, hein, parce que c'était pas évident. Euh, Google, nous te saluons. Après, c'est vrai que Android aujourd'hui est le leader sur le marché, hein. Il y a énormément de smartphones Android, mais il ne faut pas oublier aussi que souvent Android, enfin, c'est là où il y a le plus de smartphones, du coup les gens vont rapidement ou facilement l'acheter, mais pas forcément exploiter les fonctionnalités de smartphone. Oui, beaucoup de gens utilisent leur Android Comme comme un un téléphone. dumb phone, quoi, Comme un enfin un téléphone. téléphone, et n'installent pas l'application. Voilà, Mm. on le voit notamment au taux d'usage, au taux d'ouverture des applications et au temps d'usage des applications. Il est nettement plus fort sur iOS que sur Android. Mais bon, voilà, sans généraliser, il y a ça. Ensuite, il y a la fragmentation du système. En effet, voilà, il y a beaucoup de smartphones différents avec des capacités différentes, donc ils ne vont pas forcément supporter les dernières versions d'OS. Et notamment, les mises à jour se font, enfin, l'adoption des mises à jour est beaucoup plus lente. Ouais, c'est modèle par modèle, en fait. Voilà, et marque par marque, Mhm. constructeur par constructeur. C'est vrai que sur iOS, c'est quand même beaucoup plus facile, hein. Vous avez un modèle, aujourd'hui vous en avez trois, bon, voilà. Mm. Et même au niveau des résolutions, c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est vrai que sur cette fragmentation, il y a aussi le problème des surcouches Tout constructeurs. à fait, Ouais. tout à fait. Alors aujourd'hui, Google essaye de mettre en avant l'expérience pure Android, mais c'est vrai que surtout au tout début, il y avait vraiment plein de surcouches. Donc en effet, Android laisse la possibilité de customiser l'expérience utilisateur, mais laisse aussi la possibilité au constructeur de customiser les téléphones et Android. Donc il était difficile à l'époque d'avoir une vraie expérience pure Android. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile, hein, notamment si vous tapez dans la gamme Nexus, vous êtes certain d'avoir une expérience pure, Mhm. puisque c'est les téléphones Google, la gamme officielle. Ou si vous tapez dans les Motorola ou HTC, voilà, vous êtes à peu près sûr d'avoir quelque chose d'optimal. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi de la difficulté de Google, cette diversité qui en fait sa force, mais aussi sa faiblesse. La force de cette diversité, elle est aussi au niveau hardware. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de compétition, puisque plusieurs constructeurs font de l'Android. Du coup, la compétition se passe beaucoup au niveau de l'innovation hardware. Et c'est vrai que pas Apple, justement, Android, l'ensemble des Android pousse l'innovation Ouais. et les dernières innovations au niveau du hardware sur des smartphones, vous les trouverez toujours sur le monde Android. Il tire l'ensemble du marché du hardware, Ouais. c'est quand même sur Android. L'autre avantage de cette féroce concurrence, c'est la guerre des prix, et ça, là aussi, on se frotte les mains. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gammes de prix extrêmement intéressantes sur Android, du haut de gamme qui va être quand même à des prix accessibles. Après, il y a du très haut de gamme à Android, Oui. qui sont au même prix qu'Apple quasiment, mais il y a quand même du haut de gamme à des prix accessibles, et surtout, tout un milieu et un bas de gamme, notamment chez les constructeurs chinois et des nouveaux constructeurs Oui, de type Xiaomi, je sais pas Xiaomi si je le ou, prononce bien, ouais. mais Ou le one-to-one, enfin oui, voilà, des choses extrêmement OnePlus One. agressives, one plus one, pardon, extrêmement agressives en termes de prix, ce qui est vraiment très intéressant parce qu'on peut avoir des smartphones qui tiennent vraiment la route pour des prix super intéressants. Une analogie qu'on a faite depuis l'année dernière pour vous aider peut-être dans votre achat et votre choix, qui est quand même un choix important, c'est celui de l'OS, hein, quel os vous allez ronger. Haha, waf waf. Euh, Pardon, désolé, hein, j'ai pas pu m'empêcher. Voilà, on avait fait l'analogie que Android c'était un appartement et Apple et les iPhones c'était un hôtel. Android c'est un appartement parce que vous êtes chez vous, vous mettez les meubles où vous voulez, vous peignez les murs de la couleur, c'est entièrement customisable. Le défaut de ça, c'est que parfois c'est un petit peu le bordel. Les iPhones, ça va plutôt être donc une chambre d'hôtel, c'est propre, c'est très design, c'est constant, une expérience constante. Par contre, vous pouvez pas changer les meubles de place et vous êtes jamais complètement chez vous. Et puis en plus, ça coûte plus cher.
Voilà. Et Voilà. Windows Phone dans l'histoire. Windows Phone, ça serait un appart avec des meubles Ikea, c'est ce que qui serait imposé. Un meublé, en fait. Ah ouais, Voilà. c'est bien trouvé. Donc en effet, pour aller plus loin dans cette histoire de iOS, c'est vraiment l'hôtel, vous n'êtes pas vraiment chez vous et l'expérience est maîtrisée par Apple, pas par vous, au contraire d'Android. Euh, Moi, le plus gros reproche que je pourrais faire à iOS aujourd'hui, et qui vraiment, me pénalise dans la vie de tous les jours, parce que moi, je viens de Windows Phone, j'ai été chez Android, et ensuite, je suis arrivée sur iOS, c'est cet accueil de smartphone. Il faut bien se dire que sur iOS, quand vous arrivez sur votre homepage, vous avez des icônes d'application, des dossiers d'application, avec comme seule information dynamique cette vignette, cette petite bulle rouge avec un nombre pour vous dire qu'il y a des nouvelles informations à vérifier, mais qui vous oblige à ouvrir l'application. Ouais. Or, sur Windows Phone et Android, vous avez une home intelligente. En effet, sur Windows Phone, vous avez les tuiles, les tiles dynamiques à laquelle vous donnez la taille que vous souhaitez et donc qui va afficher des informations intelligentes au bon moment dès qu'elles s'actualisent. Donc ça, c'est vraiment en temps réel, c'est super. Et sur Android, vous avez le pendant qui s'appelle Widget. Et s'il vous plaît, ne mentionnez pas les widgets dans le centre de notification iOS. C'est pas une homepage, c'est le centre de notification. Donc ça vous oblige à faire un geste supplémentaire. Ouais, donc là, pour moi, c'est vraiment le point négatif parce que avant, j'avais toujours mon widget calendrier où je ratais jamais aucun anniversaire ou aucun rendez-vous. Et maintenant que je suis passée sur iOS, je rate un tiers des anniversaires. Plein de rendez-vous. Et je m'aperçois un peu au dernier moment que j'ai un rendez-vous. Voilà, parce que j'ai pas une bonne mémoire. Donc c'est vraiment pénalisant pour moi dans la vie de tous les jours. Après, il y a des points positifs justement à ce cloisonnement, cette maîtrise de l'écosystème. Effectivement, chez Apple, on a une expérience très homogène, une expérience extrêmement constante. Votre iPhone va démarrer du premier au dernier jour exactement à la même vitesse. On a quelque chose d'extrêmement fiable. Et ça vient d'une spécificité de chez Apple qui ne peut pas être reproduite chez Android, même si Google donne les spécifications des Nexus, mais Apple contrôle aussi bien le hardware que le software, et dans la conception même de l'iPhone, il y a une pensée double software et hardware, de l'imbrication entre les deux. Un exemple type de ça, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais comparer les specs papier d'un iPhone et d'un Android. Je prends l'exemple de la RAM. La RAM, sur les hauts de gamme Android, vous avez souvent 3 Go de RAM, alors que sur le haut de gamme de chez Apple, les iPhone 6, vous n'avez toujours qu'1 Go de RAM. Et pendant très longtemps, ils ont même été à 512. Parce que, justement, les ingénieurs travaillant à la fois sur le hardware et le software, ils ont optimisé l'utilisation de la RAM, et globalement, on a moins besoin de RAM quand même sur un iPhone que sur un Android. En effet, pour aller plus loin sur cet aspect cohésion software, hardware et cette optimisation de la RAM notamment et du device, c'est vrai que si on compare la fluidité des OS, à mon avis, les OS les plus fluides aujourd'hui, ça reste iOS et Windows Phone. En effet, c'est ceux qui vieillissent le mieux, c'est-à-dire après 1 ou 2 ans ou même 3 ans d'usage et de mise à jour, on n'a pas noté de ralentissement. Le système est très fluide, les transitions marchent très bien. Malheureusement, sur Android, moi, ce n'est pas l'expérience que j'en ai eu encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'ai eu un Nexus 7 qui est connu pour avoir des ralentissements de la sorte, mais je travaille avec d'autres devices, notamment un Nexus 5 ou autre, et on a noté la même problématique, ce type de ralentissement. Bien sûr, on a des usages intensifs, mais pas que pour les Android. D'ailleurs, quelqu'un t'avait dit, quand tu t'étais plaint de ça sur ta Nexus 7, quelqu'un t'avait dit sur Twitter, il suffit de réinstaller Android et il remarche comme avant. Donc faire le ménage. Et c'est de faire le ménage. C'est pas une critique, mais ça vous montre un petit peu le choix encore entre Android et iOS. Quand on aime un peu mettre les mains dans le cambouis, comprendre comment ça marche, qu'on est un peu plus geek, même si on n'aime pas trop le mot, on va peut-être avoir plus de facilité avec un Android parce que c'est pas la mer à boire de réinstaller les choses. Et puis comme ça, on retrouve ses performances. Sur iOS, on n'aura pas besoin de le faire, mais du coup, on verra moins ce qui se passe dans la salle des machines, quoi. Tout à fait. Voilà. Apple s'adresse vraiment au grand public. Donc, ce qui en fait aussi un très bon smartphone pour quelqu'un qui n'est pas forcément familier. On n'a pas besoin d'être un fort connaisseur ou un curieux d'application. La prise en main est assez facile, même
comme les Windows Phone, la prise en main est très, très efficace. Et donc, en effet, Apple ne va pas vendre de la technologie, il va vendre un outil qui va vous aider à avoir une vie plus simple, vous simplifier la vie, vous faire des actions de la manière la plus simple et naturelle qui soit. Alors qu'Android va un peu plus vendre la technologie. En effet, il va vous vendre NFC, alors qu'Apple, lui, va vendre Apple Pay, qui va être soutenu par le NFC. Mais à la rigueur, on s'en fout. On ne veut pas savoir comment ça fonctionne. C'est Apple Pay qui est intéressant. Ouais, c'est leur approche de C'est le but. Ouais. On dit souvent qu'Apple n'innove pas. Non, ils ont une approche justement de l'innovation qui est vraiment tournée vers l'expérience utilisateur. Exactement. Et pas par le hardware qu'ils mettent. Une autre preuve, c'est tout ce que j'ai dit dans la partie 2 en photo. Leur approche de la taille des pixels sur le capteur. Eux, ce qui leur importe vraiment chez Apple, c'est les photos que vous obtenez. Et pas le nombre de pixels que ça fait. Oui. Et donc, ils ont, dans l'innovation photo, plus travaillé sur la partie développement, c'est-à-dire le travail électronique autour de l'image, que à mettre des capteurs avec des capacités qui, sur le papier, sont des trucs de fou. Donc, c'est vrai qu'ils ont une approche différente du marché, une approche différente de l'innovation. C'est deux philosophies, de toute façon, voilà, qui sont différentes. Alors, c'est vrai que le prix, en dehors du prix pécunier sur Apple, c'est un système assez fermé. Les choses changent un peu, on va dire, sous le règne Cook. La barrière dorée s'entrouvre un petit peu. C'est vrai que iOS 8 donne plus accès à des fonctionnalités pour les développeurs d'applications. On le sait en photo, mais aussi à la correspondance des apps entre elles. On peut enfin ouvrir des documents directement dans les apps correspondantes et pas être obligé de faire du swamping tout le temps. Donc, on va dire que Apple, excusez-moi l'expression, mais se décontracte un petit peu du gland. Alors qu'Android a tendance à rentrer un petit peu dans le rang et peut-être à faire des choses un petit peu plus carrées. Donc c'est mieux fini. Voilà. C'est vrai que les deux expériences ont tendance à s'étroitiser. Ça suit un peu le marché de l'informatique, où aujourd'hui, entre une expérience Windows, même si ça a changé avec Windows 7 et Windows 8, mais globalement, tout le monde s'y retrouve, quoi. Il y a à peu près la même philosophie. Moi, je sais que ça me fait plus grand-chose de passer de mon Mac à mon PC. Il y a des différences. Attention, mais ce que je veux dire, elles sont Google moins radicales qu'autrefois. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais c'est vrai que Google a un positionnement où ils essayent d'anticiper les besoins de l'utilisateur, tandis qu'Apple va accompagner l'utilisateur dans sa vie de tous les jours et essayer de lui faciliter au maximum le quotidien. Et même, quitte à même lui interdire certaines actions pour que, surtout pas, il fasse une bêtise. Et va pas trop regarder là, fouille pas trop, on te laisse pas trop la main. Une autre différence fondamentale qui existe entre Android et Apple, c'est bien sûr le prix. Même si l'écart a tendance à se resserrer un petit peu entre le haut de gamme Android et Apple. Pourquoi ? Parce que dans le haut de gamme Android, et je pense notamment à Sony, on s'aperçoit que faire des unibody en aluminium, mettre les derniers composants, ça coûte cher. Et c'est vrai que les hauts de gamme Android deviennent assez chers aujourd'hui. Mais c'est quand même 20 à 30% moins cher qu'Apple. Donc voilà, l'expérience Apple, ça a un prix. L'écart reste quand même très important et c'est un vrai choix du porte-monnaie quand même. Tout à fait. Donc voilà, avec ce choix d'écosystème, vous avez quand même décidé de prendre un iPhone, donc restez un petit peu parce que il vous reste un choix cornélien, il vous reste un nœud gordien à trancher. Est-ce que vous allez prendre l'immense iPhone 6 Plus ? Est-ce que vous allez prendre l'iPhone 6 ? Ou, et c'est l'option qu'on vous propose, est-ce que vous allez prendre le 5S ? On va tâcher de répondre à cette question. Donc ça y est, vous vous êtes décidé à prendre un iPhone. Maintenant, il va falloir choisir le modèle. Est-ce qu'on va prendre le 6 Plus ? Est-ce qu'on va prendre le 6 ? Ou encore, est-ce qu'on va prendre le 5S qui est encore en vente ? Ou même le 5C qui est encore en vente chez Apple ? Revenons rapidement sur ces deux derniers. Je vais surtout parler du 5S. Si vous voulez voir un test complet du 5S, je vous invite à suivre un lien par ici ou dans les commentaires du test que j'avais fait l'année dernière. Le 5S reste un excellent choix malgré quelques défauts. D'abord, il est petit, donc il conviendra à ceux qui n'aiment pas la nouvelle taille des iPhones, qui veulent vraiment un iPhone tout petit qui tient dans une petite main et qui se range assez discrètement. Il a le Touch ID, il a un bon processeur, il a le coprocesseur de mouvement et au niveau photo,
photo, il tient encore extrêmement bien la route. N'oubliez pas que ce 5S partage la même optique et le même capteur que le 6 et le 6 Plus. Sur des photos de vacances, des photos avec beaucoup de soleil, en plein air et ce genre de choses, d'ailleurs, il est très difficile de voir la différence entre des photos prises avec un 5S, un 6 ou un 6 Plus. La différence va surtout se faire sur les photos difficiles, notamment les photos en basse luminosité, mais rien ne vous empêche, si vous achetez un 5S, avec les économies que vous allez réaliser, d'acheter un bon pied photo et puis un système pour l'accrocher au pied photo et comme ça stabiliser finalement le 5S pour obtenir les mêmes résultats que la stabilisation optique du 6 Plus. Au niveau de la batterie, c'est vrai qu'il était assez moyen, ça dure une journée complète quand même, mais si vous ressortez le soir, il va falloir le recharger. Il avait des problèmes de fragilité au niveau du chanfrein, surtout pour les versions anodisées. Bah ça, si vous en achetez un d'occasion qui est un peu abîmé comme le mien, bah vous mettez une belle housse autour et vous avez un iPhone comme neuf. Aujourd'hui, on en trouve, alors ça dépend de la capacité, mais on le trouve entre 300 et 500 euros d'occasion. Je passe rapidement sur le 5C. Aujourd'hui, le 5C, je ne le conseille pas. Alors, je sais qu'il est chez beaucoup d'opérateurs à 1 euro. Ça en fait un choix économiquement très alléchant. C'est vrai que ça fait quand même un bon iPhone pour quelqu'un qui commence avec les smartphones, quelqu'un de jeune. Son dos en plastique extrêmement dur le rend assez résistant, il garde ses qualités, mais il ne faut pas oublier que le 5C n'est qu'un 5 dans une coque en plastique. Le 5, ça a bientôt 3 ans, donc l'optique, le capteur, le processeur, tout ça commence à être un peu lent. De plus, Apple le propose neuf maintenant en une seule capacité, 8 Go. Et là, je dis un peu foutage de gueule. 8 Go, c'est vraiment trop petit pour iOS 8. iOS 8 va prendre plus de la moitié de ces 8 Go. Il vous restera donc plus beaucoup de place pour faire autre chose, pour mettre des apps, prendre des photos. Donc voilà, je trouve que pour le coup, c'est une entrée de gamme un peu cheap chez Apple. Mais si vous avez choisi d'opter pour un des nouveaux modèles, le 6 ou le 6 Plus, vous avez encore un choix à faire. Et c'est vrai qu'Apple ne nous a pas simplifié la tâche cette année, parce que quel que soit votre choix, ça va vous demander des compromis. J'ai personnellement longuement hésité entre le 6 Plus et le 6. Mais avant de rentrer dans ces différences, on va déjà très rapidement, pour ceux qui n'auraient pas regardé la première et deuxième partie, brosser les points négatifs et positifs de l'iPhone 6 dans son ensemble, c'est-à-dire le 6 et le 6 Plus. Le nouveau design, moi personnellement, j'aime beaucoup. C'est un design très sobre qui s'efface un petit peu par rapport à l'utilisateur. La nouvelle taille, alors je comprends moi les gens que ça n'arrange pas, cette nouvelle taille. J'en ai fait partie. Je suis en train de shifter parce qu'honnêtement, par exemple le 6, on s'habitue très vite à sa taille. Il n'y a pas finalement une énorme différence entre le 6 et le 5S. Toujours dans les points positifs, la photo et la vidéo. Alors c'est vrai que c'est pas top au niveau de la résolution, mais comme je vous l'ai expliqué dans le module photo-vidéo, c'est finalement un critère assez peu important. Le résultat par contre des photos est extraordinaire, le traitement électronique de l'image est dans ce qui se fait de mieux. Et c'est vrai que même des constructeurs de caméras genre Nikon et Canon, ils devraient aller débaucher les ingénieurs qui se sont occupés de l'appareil photo d'iPhone, parce que je trouve que le traitement est vraiment bluffant. Sur des photos difficiles, on a des résultats très corrects. Et surtout, on a un résultat très homogène, avec des couleurs qui sont pas trop exagérées, mais les résultats sont très fidèles et constants. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare quand même en photo pour le noter. Ce que j'apprécie également, c'est qu'Apple ouvre un petit peu la porte, laisse un petit peu plus de liberté aux développeurs d'app, de pouvoir accéder à des fonctions dans l'iPhone et également de faire que les apps communiquent mieux entre elles. Tout ça contribue à cette nouvelle impression d'avoir un nouvel iPhone avec des nouvelles fonctions. Donc ça, c'est vraiment positif. Passons aux points négatifs, parce que des points négatifs, il y en a. C'est vrai qu'Apple reste quand même assez conservateur, assez traditionnel dans l'application de ses innovations. Pas de trucs incroyables que l'iPhone peut faire. Certains estiment, et je leur donnerai quelque part raison, que l'iPhone commence à prendre du retard dans ce qu'on attend aujourd'hui d'un smartphone. Négatif, la batterie, elle est satisfaisante, mais tout juste, notamment dans le 6. Elle permet quand même de tenir plus longtemps que le 5S, mais là aussi, pas de grosse révolution au niveau de la batterie, pas de nouveau système, pas de nouveau mélange de matériaux qui permettent de tenir beaucoup plus longtemps.
C'est assez traditionnel et finalement Apple du coup fait comme ses camarades, la plupart de ses camarades, parce que Motorola se défend plutôt pas mal au niveau des batteries, mais voilà, obligé de faire des smartphones plus grands pour mettre des batteries plus grosses. Je fais partie bien sûr des gens qui auraient préféré, notamment pour le 6, un corps un peu plus épais, déjà pour masquer cette protubérance de la caméra, et également pour avoir plus de batterie. Ça m'aurait pas dérangé d'avoir un iPhone 6 un peu plus épais. Et cette protubérance de caméra, désolé de faire une fixette, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme dit la chanson. J'extrapole peut-être un peu, mais pour moi, c'est une défaite des designers chez Apple, et ça veut dire peut-être, là je suppute, que les designers ont moins de poids dans les décisions chez Apple qu'ils ne l'avaient à une certaine époque. Et ça, c'est peut-être un changement culturel qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose pour Apple. Si aujourd'hui les gens du marketing et les ingénieurs prennent le pas sur les gens du design, on va se retrouver un petit peu avec des téléphones comme tout le monde et ils vont rentrer dans la course et finalement ça serait au détriment d'Apple. Être obligé d'acheter une housse pour avoir un objet complet et fini, bon, je sais qu'il marche bien sur les housses chez Apple, mais c'est décevant. Donc voilà, on a brossé en gros les points positifs et négatifs communs aux deux. Parlons maintenant du choix entre les deux. Alors, le 6 va convenir à ceux qui ont vraiment un problème d'allergie aux très grands, aux monstrophones, aux phablettes, appelons-les par leur nom. C'est vrai que, comme je l'ai dit, le changement de taille n'est pas si grave et on s'y fait assez vite, on a quand même une bonne prise en main et on risque pas trop de le lâcher dans la rue. Pour être tout à fait franc, avant même de recevoir les iPhones, mon choix était déjà fait. Je voulais le 6, il était hors de question que je me balade avec le 6 Plus. D'abord parce que j'ai des petites mains, on voit ma main par rapport à la main de mon père, j'ai une main minuscule, mais aussi parce que j'ai une fâcheuse tendance, c'est que je mets mon smartphone dans une poche arrière. Et donc, tout persuadé que j'allais vraiment garder le 6, quand j'ai reçu le 6 Plus, je l'ai reçu un mois après. Bon, bah, mon choix était fait. J'ai quand même pris le 6 Plus avec moi pour aller au boulot, pour me balader. Et je confirmais le premier jour son handicap. Le machin trop gros, j'arrive même pas à taper quoi que ce soit dans la rue. C'est impraticable avec mes mains. Vraiment trop gros. Et puis, au bout du deuxième jour, je me suis quand même aperçu qu'avoir un truc avec une aussi grosse batterie, eh ben, ça me permettait d'avoir un téléphone qui tenait de 7 heures du matin jusqu'à minuit et il me restait encore 10-15% de batterie, ce que je n'avais jamais connu avec un iPhone et qui finalement change pas mal le rapport qu'on peut avoir avec l'iPhone. Et là, vous commencez à me sentir venir, et certains doivent bien rire, ceux qui écoutent Upload, et qui savent à quel point j'ai raillé les possesseurs, notamment de Galaxy Note et de phablettes, en disant que c'était un objet complètement débile, un handicap, une excroissance du phone qui ne servait à rien. Et ben finalement, j'ai changé d'avis à cause de la batterie. Après, j'ai découvert d'autres avantages à cette grande taille. Le confort de lecture, c'est absolument indéniable. Le fait de pouvoir jouer aux jeux vidéo sur un iPhone, alors que j'avais tendance à moins le faire avant parce que l'écran était trop petit, donc je jouais sur ma tablette. J'avais encore des réticences quant à la taille, parce qu'un machin aussi gros, je peux pas le mettre dans ma poche arrière. Le double tap pour faire descendre l'interface ne m'a jamais servi à rien, je l'ai utilisé 2 fois. Je me voyais pas me balader avec quelque chose comme ça que je peux pas utiliser à une main. Mais ce qui m'a fait définitivement fléchir, au-delà de la batterie et du confort de lecture, c'est la stabilisation optique de l'appareil photo. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous conseille d'aller voir la partie 2 où j'en parle en long et en large. Et donc maintenant, vous le savez, j'ai décidé de garder le 6 Plus tout en sachant que je vais galérer avec notamment en été, parce que finalement en hiver, j'ai toujours un gros blouson dans lequel je peux mettre dans la poche intérieure et il est plutôt bien protégé, mais en été, quand je me balade en t-shirt, j'ai pas vraiment envie de m'acheter une petite sacoche baise en ville pour mettre mon grand iPhone, donc cet été, je sens qu'il va m'handicaper. Alors vous n'avez peut-être pas encore fait votre choix. Le 6 Plus, il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est une phablette, ce n'est pas un smartphone. Je pense qu'il conviendra notamment aux grands voyageurs, aux gens qui utilisent souvent un iPhone en voiture, parce que là finalement la taille importe peu. Aux gros joueurs de jeux vidéo, parce que ça en fait une super console de poche. Bref, il est vraiment réservé aux utilisateurs intenses d'iPhone. Il coûte quand même 100 € de plus que l'iPhone 6. Et il faut accepter sa taille. N'oubliez pas qu'avec un appareil de cette taille-là, vous aurez l'air d'un crétin quand vous passez un appel téléphonique. Et vous aurez également l'air d'un crétin quand vous prenez une photo, comme tous ces gens qui prennent des photos avec leur iPad.
Je sais, je suis snob. L'iPhone 6, lui, est un choix plus raisonnable pour les gens qui marchent beaucoup à pied, qui se baladent beaucoup, qui sont dans le métro, les transports en commun. C'est quand même un objet plus discret. Effectivement, il a un petit peu moins de batterie, donc il faut être sûr de pouvoir recharger avant de ressortir le soir, même s'il tient mieux que le 5S. Au niveau des photos, c'est vrai qu'on peut vraiment regretter qu'Apple n'ait pas mis un objectif stabilisé dans le 6, sinon je pense que j'aurais pris un 6 en fait. Tout bien réfléchi. Après, voilà, un objectif stabilisé, ça va juste vous permettre dans certaines situations d'être un petit peu mieux. Pour moi, c'est important parce que je cherchais justement une solution sans devoir sortir un Steadicam et ce genre de choses, pour pouvoir filmer un petit peu plus à la main et discrètement. Mais vous pouvez très bien prendre un 6 et vous acheter un pied pour faire des photos plus stabilisées dans le noir, ou même un mini système Steadicam pour pouvoir le stabiliser en vidéo. Encore une fois, regardez ce que j'ai fait en photo et en vidéo. Le 6 stabilise déjà pas mal au niveau logiciel. Et pour finir, pour ceux qui ont déjà un 5S et qui se demandent peut-être s'ils doivent en changer, prendre le 6 ou le 6 Plus, j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine, à moins d'être comme moi, d'avoir une chaîne YouTube et de faire des tests des derniers smartphones. Le 5S, comme je l'ai dit, reste un excellent produit. Mon petit doigt me dit en plus que le 6S, celui qui va arriver l'année prochaine, va offrir des capacités photo exceptionnelles. Je pense ça parce qu'ils ont fait un premier travail difficile sur le traitement électronique de l'image et qui finalement maintenant ils n'ont plus qu'à mettre un plus gros capteur et une optique un petit peu meilleure et ils auront le meilleur photophone qui existe. Et voilà, on arrive à la fin de cette partie guide d'achat, on arrive également à la fin du grand test. Si vous êtes là depuis le début et que vous avez regardé la partie 1, 2 et 3, ça va être le moment de souffler. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires. Et puis, si vous êtes un flemmard ou que vous n'avez pas d'avis à donner, n'oubliez pas de mettre un like ou un non-like. Et donc, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ah, one more thing, une chose que j'ai oublié de vous dire. On arrive bientôt à 10 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. On est super content. Et comme on est super content et qu'on est comme ça, et ben pour les 10 000 abonnés, on va vous faire plein de cadeaux. En tout cas, on l'espère. On est en train d'y travailler pour trouver les cadeaux à vous offrir. Je peux pas tellement vous en dire plus parce que pour l'instant, le projet est encore à un stade embryonnaire. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de bien vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous aussi sur les réseaux sociaux, enfin celui que vous préférez, à notre Twitter, à notre Facebook, à notre Google+, pour être sûr qu'on ait une trace que vous êtes fan de la chaîne. Comme ça, ça nous permettra de trouver des gagnants. Et sur ce petit teaser, je vous laisse définitivement. Nowtech TV, à vous les studios.